Dans la cuisine d'une maison banale de banlieue, à l'aube du 14 juillet 2003, le sang ruisselle encore tiède sur le carrelage blanc. Une femme de 49 ans gîte sur le dos, les bras écartés comme une croix brisée, et au centre de son corps, 2 barres de fer rouillées, plantées avec une précision chirurgicale. Son fils de 22 ans, assis à califourchon sur elle, les mains encore crispées sur les tiges, murmure une phrase que les voisins entendront répéter plus tard comme un mantra. « Je l'ai libéré ». Ce n'est pas un crime de rage, ni une explosion de folie passagère. C'est une exécution froide, préméditée, presque rituelle. Et la raison qu'il donnera aux enquêteurs, cette vérité qu'il portera comme un trophée, vous hantera bien après que la vidéo sera terminée. Imaginez, une mère aimante, un fils sans histoire, une maison sans secret apparent. Et pourtant, sous cette façade, un abîme, un secret si tordu, si profondément enfoui dans les replis de l'enfance qu'il a fini par éclater en une violence qui défie toute logique. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un matricide. C'est une descente dans les méandres d'un esprit qui a choisi de détruire ce qu'il aimait le plus pour, selon lui, le sauver. Et derrière chaque détail, une question. Jusqu'où peut-on aller avant que l'amour ne devienne une arme? Vous pensez connaître les limites de la monstruosité humaine? Attendez, car ce que ce jeune homme a fait à sa mère n'est que la surface. Le véritable choc, c'est pourquoi. Et cette raison, cette vérité qu'il a gardée pour lui pendant des années, pourrait bien vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur la famille, sur la protection, sur la sécurité de votre propre maison. Si vous êtes prêt à plonger dans ce tunnel sombre, à affronter une vérité qui ne devrait jamais voir la lumière, alors likez cette vidéo maintenant. Laissez un « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée » en commentaire. En le faisant, vous rejoignez une communauté qui n'a pas peur de regarder dans l'abîme. Vous devenez l'un des rares à oser comprendre ce que la société préfère enterrer. Félicitations, vous avez déjà franchi la première porte. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Les sirènes hurlent dans la rue tranquille de Maplewood Lane, à Columbus, Ohio, mais à l'intérieur du 1427, le temps semble s'être figé. Le premier officier sur place, le sergent Daniel Reyes, 27 ans de métier, reste planté sur le seuil de la cuisine pendant 4 secondes entières, un record personnel, avant de pouvoir articuler un ordre. Il a vu des overdoses, des fusillades, des corps calcinés dans des incendies criminels. Mais jamais une mère transpercée par son propre fils avec des barres de fer de chantier, comme si elle était un vulgaire piquet de clôture. Le jeune homme, Christopher Alan Ward, est assis sur une chaise en bois près de la table du petit déjeuner. Ses mains sont couvertes de sang séché, mais il ne tremble pas. Ses yeux, d'un bleu presque transparent, fixent le vide avec une sérénité qui glace le sang. Quand Reyes lui demande « Pourquoi ?», Christopher répond simplement « Elle souffrait », puis il se tait. Un silence si dense qu'on entend le tic-tac de l'horloge murale, celle avec les chats en céramique que sa mère avait acheté lors d'un vide-grenier en 1998. Les voisins, réveillés par les gyrophares, se pressent derrière le ruban jaune. Madame Henderson, la retraitée d'à côté, répète en boucle « C'était un gentil garçon, toujours poli. Il tondait ma pelouse gratuitement. Personne ne veut croire que ce même garçon, celui qui aidait à porter les courses et qui jouait encore au basket dans l'allée l'été dernier, ait pu commettre l'impensable. » Les enquêteurs fouillent la maison. Rien ne semble anormal au premier regard. Des photos de famille encadrées dans le salon, Christopher à 8 ans, sourire édenté, serrant sa mère lors d'un match des Indians, à 16 ans, en toge de diplômé, à 22 ans, lors de la remise de son diplôme d'associé en informatique au Columbus State Community College. Sur la table de nuit de la mère, Karen Ward, un roman de Daniel Steele et un flacon de somnifère à moitié vide, prescription datant de 3 mois. Dans la chambre de Christopher, un ordinateur allumé sur une page Word intitulée « Projet Libération, phase finale ». Le document est verrouillé par un mot de passe. Le médecin légiste, le docteur Patel, arrive à 9h17. Il note que les barres de fer, 2 tiges d'armature de 90 cm volées sur un chantier voisin, ont été enfoncées avec une force exceptionnelle. L'une traverse le sternum, l'autre le bassin. Pas de coups hésitants, pas de traces de lutte. Karen Ward était consciente au moment des impacts. Ses yeux grands ouverts fixent encore le plafond, comme si elle avait vu venir son bourreau. Dans le garage, les policiers découvrent un calendrier mural.
Chaque jour depuis le 1er janvier 2003 est barré d'une croix rouge. Sauf le 14 juillet. À la place, une phrase écrite au feutre noir. Jour J, elle sera enfin libre. L'inspectrice Laura Mendoza, chargée de l'interrogatoire, s'assoit en face de Christopher dans la salle au mur beige du poste central. Elle a déjà vu des filles tuer leurs parents pour l'héritage, pour la drogue, pour la jalousie, mais jamais avec cette détermination. Elle commence doucement. Parle-moi de ta mère. Christopher sourit, un vrai sourire, presque tendre. Elle était tout pour moi. Puis il ajoute, et je suis tout pour elle. Mendoza note dans son carnet, pas de remords, pas de colère, une conviction absolue. À 14h42, les résultats toxicologiques préliminaires arrivent. Karen Ward avait ingéré une dose massive de benzodiazépines mélangées à de l'alcool. Assez pour la plonger dans un sommeil profond, mais pas assez pour la tuer. Christopher l'a droguée. Il l'a préparée. Et c'est là que l'histoire commence à basculer. Parce que dans le journal intime de Karen Ward retrouvé dans une boîte à chaussures sous son lit, une entrée datée du 3 juillet 2003, il m'a encore regardé comme ça. Ce regard qui me suit depuis qu'il a 13 ans. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de dormir. J'ai peur de lui. La police pensait avoir affaire à un matricide gratuit. Ils viennent de découvrir que la victime avait peur de son fils. Et que ce fils, pendant des années, avait peut-être une toute autre idée de l'amour. Mais ce n'est que le début. Car ce que Christopher a écrit dans son projet Libération n'a pas encore été déchiffré. Et quand il le sera, la vérité ne sera plus une question de crime. Ce sera une question de salvation. Retour en arrière. Nous sommes en 1991 dans la même maison de Maplewood Lane, mais les murs sentent encore la peinture fraîche et les rêves de jeunes couples. Karen Ward, 29 ans, infirmière à l'hôpital Riverside, vient d'accoucher de Christopher. Sur les photos de l'époque, elle le tient comme un trésor, les yeux brillants de fatigue et d'amour absolu. Son mari Alan, mécanicien chez Ford, pose fièrement à côté, une main sur l'épaule de sa femme. La vie semble tracée. Maison, jardin, barbecue le dimanche. Mais Alan meurt en 1994. Accident de chantier. Une grue mal fixée. Karen a 32 ans et un fils de 3 ans qui ne comprend pas pourquoi papa ne rentre plus. Les factures s'accumulent. Les nuits sont longues. Christopher commence à dormir dans le lit de sa mère pour la protéger des monstres. Il a 4 ans, puis 5, puis 10. À 12 ans, il y est toujours. Les voisins se souviennent. Karen ne sortait presque plus. Elle travaillait de nuit, rentrait à l'aube, dormait jusqu'à 15 heures. Christopher gérait tout. Courses, ménage, devoirs. Un petit homme, disait-il. À l'école élémentaire Lincoln, les instituteurs notent des choses étranges. À 8 ans, Christopher refuse de participer aux jeux de groupe. Il reste assis sur un banc, observant les autres enfants comme un entomologiste. Quand on lui demande pourquoi, il répond « Je dois veiller sur maman. Elle est fragile. » En 1995, Karen consulte un pédopsychiatre, le docteur Evelyn Brooks. Rapport confidentiel. L'enfant présente une fusion émotionnelle excessive avec la figure maternelle. Risque de confusion des rôles. Recommandations. Séparation progressive. Activité extrascolaire. Karen promet d'essayer. Elle inscrit Christopher au club de foot. Il y va une fois. Revient avec un bleu au genou et dit « Je ne peux pas. Si je ne suis pas là, qui la protégera ?» À 13 ans, premier incident officiel. Christopher surprend sa mère au téléphone avec un collègue de l'hôpital. Un homme qui rit, qui propose un café. Christopher arrache le combiné, hurle « Tu n'as pas le droit !» Karen, honteuse, coupe court à la conversation. Le lendemain, elle trouve ses vêtements déchirés dans la poubelle. Pas de mots, juste les lambeaux. Le journal de Karen, retrouvé plus tard, contient des entrées de plus en plus courtes, comme si écrire devenait dangereux. 1996. Il m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Il attendait dans le parking. Il a dit qu'il avait fait un cauchemar. 1997. J'ai verrouillé ma porte. Il a pleuré toute la nuit dans le couloir. 1998. J'ai peur de le regarder dans les yeux. Il me voit comme si j'étais à lui. À 15 ans, Christopher découvre Internet. AOL, les chatrooms, les premiers forums. Il passe des nuits entières à lire des récits sur les âmes liées, les jumeaux cosmiques, les gardiens divins. Il imprime des pages, les colle dans un cahier intitulé « Mission ». Karen trouve le cahier. Elle lit. Elle tremble. Elle le cache dans son armoire. En 2000, Karen tente une thérapie de couple mère-fils chez le Dr Brooks, maintenant retraitée mais toujours consultante.
Séance du 12 septembre. Christopher. Maman est mon devoir sacré. Dieu me l'a confié. Karen. Je veux juste respirer. Je veux juste être une personne. Christopher fixant le docteur. Elle ne comprend pas. Elle est malade. Elle a besoin que je la sauve. La thérapie s'arrête après 3 séances. Karen paie en liquide. Christopher attend dehors, adossé à la voiture, bras croisés. L'année suivante, Karen commence à prendre des somnifères. D'abord 1, puis 2. Christopher gère les ordonnances. Il remplit les flacons. Il compte les comprimés. Il note tout dans un tableau Excel. Date, heure, dosage. En 2002, il postule à un job de nuit dans une supérette. Il est refusé, casier vierge, mais références étranges. Il reste à la maison. Il installe une webcam dans le couloir. Pour la sécurité, dit-il. Karen ne proteste plus. Et puis, il y a cette photo. Trouvée dans le grenier, scannée, agrandie, imprimée en grand format et accrochée au-dessus de son bureau. Karen endormie sur le canapé en 1999. Elle a 37 ans. Elle porte un vieux t-shirt des Indians. Christopher, 16 ans, est assis par terre, la tête posée sur ses genoux, les yeux levés vers elle comme vers une madone. Au dos de la photo, une inscription au feutre rouge. Mon temple, ma prisonnière, ma délivrance. Les enquêteurs, en 2003, mettront des mois à comprendre que ce n'était pas de la jalousie, ni de la possession. C'était une conviction, une religion à 2 fidèles, une mère et un fils qui se prenaient pour son Dieu. Mais le pire est encore à venir. Car ce que Christopher a écrit dans la suite de son projet Libération, ce qu'il a planifié pendant des années, n'a rien à voir avec la haine. C'est un acte d'amour. Le 1er janvier 2003, Christopher ouvre un nouveau document Word, police Arial, taille 12, interligne simple. Il titre la page « Projet Libération, phase 1, observation ». Le curseur clignote. Il tape « Maman souffre depuis 3287 jours, depuis la mort de papa. Je compte, je note, je mesure. Sa respiration ralentit la nuit. Ses yeux s'éteignent quand elle croit que je ne regarde pas. Elle est prisonnière d'un corps qui l'a trahi. Je suis le seul à le voir. Je suis le seul à pouvoir la libérer. » Il enregistre le fichier sous le nom PL, phase 1.doc, mot de passe. Karen 991, l'année de sa naissance. Chaque soir à 23h47 précise, il entre dans la chambre de sa mère. Elle dort ou fait semblant. Il s'assoit au bord du lit. Il pose 2 doigts sur sa carotide. Il compte les pulsations. Il note dans un carnet à spirale. Premier janvier, 62 BPM, rêve agité, à murmurer, Alan, 2, janvier, 59 BPM, somnifère à 22h14, à pleurer dans son sommeil. Il photographie ses mains, ses pieds, le pli entre ses sourcils quand elle fronce le front. Il scanne les photos, les classe dans un dossier, Core Temple. Il superpose les images d'année en année. Il trace des courbes. Il calcule la dégradation. En février, il commande sur eBay un tensiomètre digital. Il le cache dans sa chambre. Il le passe à Karen quand elle regarde la télé, prétextant un contrôle de routine. Elle rit nerveusement. « Tu vas devenir médecin ?» Il répond « Je suis déjà tout pour toi. » Mars 2003. Il installe une caméra infrarouge dans le plafonnier du salon. Il la relie à son ordinateur. Il enregistre 14 heures par jour. Il accélère les vidéos. Il observe les micro-mouvements. La façon dont elle se gratte la nuque quand elle est anxieuse. Dont elle serre son alliance quand elle pense à Alan. Il crée un algorithme simple en Visual Basic. Détection de tristesse. Quand le score dépasse 70%, il augmente la dose de somnifère d'1/4 de comprimé. Karen ne remarque rien, ou fait semblant. En avril, il vole les barres de fer sur un chantier à 3 rues de là. Il les nettoie avec de l'alcool à 90 degrés. Il les enveloppe dans une couverture de laine, celle que Karen lui avait tricotée à Noël 1995. Il les range dans le garage, derrière les vieux skis. Il note « Outils de délivrance acquis. Prêt. » Mais il commence la phase 2, préparation psychique. Il lit des textes sur les rites funéraires égyptiens, les momifications, les passages vers l'au-delà. Il imprime des passages du livre des morts. Il les lit à voix haute dans sa chambre, porte fermée. Il s'enregistre. Il réécoute. Il ajuste l'intonation. Le 3 juin, il écrit une lettre, pas à sa mère, à lui-même. Si tu doutes, souviens-toi, elle t'a porté. Tu es son prolongement. La séparer de son corps, c'est la ramener à l'essence.
C'est l'acte le plus pur. Tu n'es pas un fils. Tu es l'instrument. Il plie la lettre en 4. Il la glisse dans la Bible familiale, entre les pages du Cantique des Cantiques. Le 30 juin, il fête ses 22 ans. Karen lui offre un pull bleu. Il le porte immédiatement. Il la prend dans ses bras. Il sent son cœur battre contre le sien. Il ferme les yeux. Il compte. 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'elle se dégage. Le 1er juillet, il augmente la dose de benzodiazépine. Il broie les comprimés dans le café du matin. Il note réaction, somnolence accrue, acceptation passive. Le 10 juillet, il répète le geste. Il prend une barre de fer. Il la tient à 2 mains. Il la lève au-dessus de sa tête. Il visualise. Il expire. Il baisse les bras. Il note force suffisante. Angle optimal. 37 degrés. Le 13 juillet, il prépare le dîner. Spaghetti à la bolognaise, son plat préféré à elle. Il verse le vin. Il ajoute les somnifères. Il attend. Elle s'endort sur le canapé à 21h52. Il la porte jusqu'à la cuisine. Il l'allonge sur le carrelage. Il trace au feutre effaçable les points d'entrée sur son t-shirt. Il efface. Il recommence. Il ne dort pas de la nuit. Il reste assis à côté d'elle. Il lui tient la main. Il lui parle à voix basse. Demain, tu seras libre. Demain, tu ne souffriras plus. Demain, je te rendrai à l'éternité. À 5h47, il se lève. Il va dans le garage. Il prend les barres. Il les pose sur la table. Il attend le lever du soleil. Et c'est là que tout bascule. Parce que Karen, dans son sommeil drogué, ouvre les yeux. Juste une seconde. Elle voit les barres. Elle voit son fils. Elle murmure. Chris? Non. Et il sourit. Le 14 juillet 2003, 6h12. Le soleil perce à peine à travers les stores vénitiens de la cuisine. Christopher est agenouillé près de sa mère, toujours allongé sur le carrelage. Karen respire lentement, les paupières lourdes, les pupilles dilatées par les benzodiazépines. Elle essaie de lever une main. Ses doigts effleurent la joue de son fils. Chris, souffle-t-elle, la voix pâteuse. Qu'est-ce que tu fais? Il pose un index sur ses lèvres. Chut, c'est le jour. Il se redresse. Il retire son pull bleu, celui qu'elle lui a offert 2 semaines plus tôt, et le plie avec soin sur une chaise. Il reste en t-shirt blanc. Il prend la première barre de fer. Il la tient à 2 mains, comme un officiant brandissant un calice. Il récite à voix basse d'une traite un texte qu'il a mémorisé. Ô mère, toi qui m'as donné forme, toi qui m'as nourri de ton sang, aujourd'hui je te rends à l'origine. Ton corps est un vaisseau fatigué. Je le brise pour que ton âme vole. Par le fer, je t'ouvre la porte. Par le fer, je te couronne. Il a répété ces mots des centaines de fois devant son miroir. Il les a enregistrés. Il les a synchronisés avec une musique de fond, Adagio for Strings, en boucle douce. Il a même créé une playlist intitulée Transition. Karen tente de se redresser. Ses bras tremblent. Chris, arrête, j'ai mal. Il secoue la tête. Tu confonds la douleur et la délivrance. Il pose la pointe de la barre sur le sternum, exactement là où il a tracé le repère la veille. Il appuie. Pas fort. Juste assez pour que le tissu du t-shirt se creuse. Karen gémit. Une larme coule sur sa tempe. Christopher ferme les yeux. Il visualise la courbe qu'il a calculée. Angle d'entrée, profondeur, résistance osseuse. Il a lu des manuels d'anatomie sur des forums de médecine légale. Il a téléchargé des schémas de cage thoracique. Il a imprimé, annoté, surligné. Il inspire. Il pousse. La barre pénètre d'un coup sec. Un bruit mat, comme un melon fendu. Karen ouvre grand la bouche. Aucun cri, juste un souffle rauque. Ses yeux s'écarquillent. Christopher sent la résistance céder. Il enfonce jusqu'à la moitié de la tige. Il relâche. La barre reste plantée, droite, presque élégante. Il prend la seconde. Il la positionne au niveau du bassin, légèrement à gauche du nombril. Il répète le geste. Même précision. Même absence d'hésitation. Karen convulse légèrement. Ses doigts griffent le carrelage. Ses ongles laissent des traces blanches. Christopher s'assoit en tailleur à côté d'elle. Il prend sa main. Il la serre. Il attend. Il a prévu cela aussi. Dans son projet Libération, phase 3, accompagnement, il a écrit « Temps moyen avant perte de conscience, 3 à 5 minutes. Rester présent. Maintenir le contact visuel. Répéter le mantra. » Il se penche. Il murmure « Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. » Karen le regarde. Ses lèvres bougent.
Pas de son. Juste un mot formé en silence. Pourquoi? Christopher sourit. Parce que je t'aime plus que la vie. À 6h19, les convulsions cessent. Les yeux de Karen restent ouverts, fixant le plafond. Christopher vérifie le pouls. Rien. Il note l'heure dans son carnet. Il entoure le chiffre d'un cœur. Il se lève. Il va dans le salon. Il branche son caméscope Sony sur trépied, celui qu'il a acheté en 2001 pour filmer les anniversaires. Il appuie sur « Record ». Il revient dans la cuisine. Il cadre le corps. Il zoome lentement sur le visage de sa mère. Il commente à voix basse, presque tendre. Phase finale accomplie. Sujet en transit. Âme libérée à 6h19. Température ambiante. 22,4 degrés. État. Serein. Il laisse la caméra tourner. Il s'assoit à nouveau. Il pose sa tête sur l'épaule de sa mère. Il ferme les yeux. Il reste ainsi jusqu'à ce que les voisins appellent la police, alertés par l'absence de réponse à la porte. Mais ce n'est pas la fin. Car dans la chambre de Christopher, les enquêteurs découvriront bientôt la phase 4, post-libération. Un dossier contenant des instructions détaillées, comment conserver le corps, comment le préparer pour l'élévation, comment filmer la décomposition comme preuve de transcendance. Et surtout, une lettre adressée à la police. Vous ne comprendrez pas. Vous parlerez de crime. Moi, je parle de salut. L'inspectrice Laura Mendoza tient la lettre entre deux doigts gantés de latex, comme si les mots pouvaient la brûler. Elle est datée du 13 juillet 2003, écrite à l'encre noire sur du papier à en-tête, Christopher Howard, gardien. 4 pages agrafées, pliées avec précision militaire. Mendoza lit à voix haute dans la salle de briefing, entouré de 5 collègues qui n'osent pas interrompre. À ceux qui viendront après, vous trouverez un corps. Vous verrez du sang. Vous parlerez de meurtre. Je vous pardonne votre aveuglement. Ce que vous appelez crime est une naissance. Ce que vous appelez fils est un passeur. Ce que vous appelez mère est désormais lumière. La lettre est structurée comme un manifeste. Section 1, le diagnostic. Karen Ward, née le 12 mars 1964, est morte le 14 juillet 2003 à 6h19. Cause officielle, traumatisme pénétrant. Cause réelle, emprisonnement corporel prolongé. Durée de la maladie, 3287 jours, depuis le 12 septembre 1994. Symptômes. Tristesse chronique, dépendance chimique, perte d'appétit spirituel. Traitement unique possible. Extraction de l'âme. Section 2. La méthode. Instrument. 2 tiges d'acier, 90 cm diamètre 12 mm. Point d'entrée. Sternum. Cœur symbolique. Bassin. Siège de la création. Anesthésie. 30 mg lorazépam, plus 15 mg diazépam, plus 200 mg vin rouge. Durée du rituel. 7 minutes. Accompagnement. Contact physique continu. Mantra vocal. Enregistrement vidéo. Section 3. L'épreuve. Dossier. PL phase 1 à PL phase 4 sur disque dur. Mot de passe. Karen 1991. Vidéo complète sur cassette mini DV Nenero 7. Rangée dans boîte à chaussures sous le lit. Journal de bord papier 412 entrées, garage, 3e étagère. Ne cherchez pas de haine. Cherchez la logique. Mendoza tourne la page. Sa gorge se serre. Section 4. L'après. Mon corps est secondaire. Utilisez-le pour comprendre. Interrogez-moi. Je répondrai. Mais sachez, je ne regrette rien. Je suis en paix. Elle est en paix. Nous sommes enfin séparés, donc enfin unis. La lettre se termine par une phrase en latin, calligraphiée avec soin. Mors janua vitae. Kurt Amor est la porte de la vie. Dans la maison, les techniciens de la police scientifique découvrent la cassette mini DV Nenero 7. Ils la visionnent sur un magnétoscope de fortune. L'image est nette, le son cristallin. On y voit Christopher, assis en tailleur, parler à la caméra pendant 47 minutes après le décès. Il explique. Il ne pleure pas. Il sourit parfois. Il dit « Regardez ses mains, elles ne tremblent plus. Regardez ses yeux. Il ne cherche plus. Elle est arrivée. » Il zoome sur le visage de Karen. Il caresse l'écran. « Maman, si tu me vois, sache que je tiens la porte ouverte. » Il se lève. Il ouvre le réfrigérateur. Il sort une bouteille de jus d'orange. Il boit au goulot. Il revient. Phase 4 démarre maintenant. Conservation temporaire. Température idéale. 18 heures de grand. Je vais la déplacer dans la chambre. Le lit est prêt. Drap blanc. Lumière tamisée. La vidéo s'arrête sur un plan fixe. Christopher berçant le corps dans ses bras, le portant hors champ, comme un marié franchissant le seuil.
Les enquêteurs restent figés. L'un d'eux, le jeune agent Carter, 24 ans, sort en courant vomir dans l'évier. Mendoza ordonne la saisie immédiate de tous les disques durs, carnets, cassettes. Elle veut tout. Elle veut comprendre. Mais plus elle lit, plus le vertige grandit. Parce que dans le dossier, PL phase 4A, il y a un sous-dossier nommé « Extension ». Dedans, un fichier texte. Prochain sujet. Autolibération. Date prévue, 14 juillet 2004. Méthode, identique. Lieu, même cuisine. Note manuscrite, je la rejoindrai. Nous serons complets. Christopher n'avait pas prévu de vivre après. Il avait prévu de mourir un an plus tard, jour pour jour. Et il avait déjà acheté les barres de fer supplémentaires. Salle 3B, poste central de Columbus, 15 juillet 2003, 9h47. Christopher est menotté à la table mais il semble flotter. Le t-shirt blanc est taché de sang séché, le sien ou celui de sa mère, impossible à dire. Ses cheveux blonds sont plaqués en arrière, humides de la douche forcée qu'on lui a imposée. Il a demandé un miroir. On le lui a refusé. Il a souri. L'inspectrice Mendoza entre, accompagnée du psychologue criminel Dr. Harlan Pierce. 2 cafés, un magnétophone à cassette, un dossier épais. Mendoza s'assoit. Pierce reste debout, bras croisés. Mendoza. Christopher, vous comprenez pourquoi vous êtes ici? Christopher. Oui. Pour témoigner. Mendoza. Témoigner de quoi? Christopher. De la réussite du projet. Pierce intervient, voix douce. Parlez-nous de Karen. Christopher lève les yeux. Pour la première fois, une émotion traverse son regard. Pas du regret, mais une tendresse presque enfantine. Elle était mon commencement et ma fin. Quand j'étais dans son ventre, je sentais sa chaleur. Quand elle m'a mis au monde, j'ai senti la séparation. J'ai passé 22 ans à réparer cette erreur. Mendoza ouvre le dossier. Elle pose la photo de la cuisine sur la table. Vous appelez ça une réparation? Christopher hoche la tête. Le corps est une cage. Le fer est la clé. Pierce. Vous avez drogué votre mère. Christopher. Je l'ai endormie pour qu'elle ne résiste pas à la lumière. Mendoza. Elle a murmuré « non ». Vous l'avez entendu? Christopher, c'était le corps qui parlait, pas elle. L'âme, elle, était prête. Le magnétophone tourne. Chaque mot est pesé, calme, presque professoral. Pas de larmes, pas de cris, pas de défense. Pierce change d'angle. Et votre père? Christopher, il l'a abandonné. Il est mort pour qu'elle souffre. J'ai fini le travail qu'il n'a pas eu le courage de faire. Mendoza sort la lettre. Elle lit la phrase latine. Christopher corrige la prononciation. Mors janua vitae, avec un U long. Pierce. Vous aviez prévu de vous suicider l'an prochain. Christopher. Non. De me rejoindre. Il y a une différence. Mendoza. Et si on vous empêche? Christopher. Vous ne pouvez pas. Le projet est en moi. Les barres sont dans le garage. Le calendrier est marqué. Même en prison, je trouverai le fer. Silence. Pierce. Plus bas. Avez-vous déjà pensé à d'autres personnes? Christopher fronce les sourcils. Pourquoi? Elles ne sont pas à moi. Mendoza pousse une feuille vierge et un crayon. Dessinez-moi le moment où vous avez compris. Christopher prend le crayon. Il dessine en quelques traits, un cercle, un deuxième cercle à l'intérieur, une flèche qui traverse les deux. Il signe en bas. CW, architecte de l'unité. Mendoza. C'est quoi? Christopher. Moi dans elle. Elle en moi. Le fer qui supprime la frontière. À 11h02, on apporte le déjeuner. Sandwich, jambon fromage, jus de pomme. Christopher ne touche à rien. Il demande un verre d'eau. Il le boit lentement. Il regarde la caméra dans le coin de la salle. Il sourit. Il articule sans son. Phase 5, transmission. Pierce note dans son carnet « Absence totale d'empathie pour la victime. Empathie totale pour l'idée de la victime. » Mendoza demande une pause. Dans le couloir, elle s'appuie au mur. Il ne ment pas. Il croit. Pierce. Il ne croit pas. Il sait. C'est pire. De retour dans la salle, Christopher a retourné la photo de la cuisine. Au dos, il a écrit au crayon « Ne pleurez pas le corps. Pleurez l'âme qui était coincée. » Mendoza. Dernière question. Si vous aviez une seconde chance, vous referiez la même chose? Christopher. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a que la première. Et elle est parfaite. L'interrogatoire dure encore 6 heures. À la fin, Christopher demande une faveur. Laissez-moi voir sa photo une dernière fois.
On lui montre un portrait de Karen souriante, pris en 1998. Il pose un baiser sur le papier. Il murmure « À l'année prochaine, maman ». Les psychiatres qui analyseront la bande plus tard parleront de délire encapsulé à visée mystique, de fusion symbiotique extrême, de narcissisme spirituel. Mais aucun mot ne rendra la sensation qui glace la salle quand Christopher, menotté, se lève pour partir et ajoute presque joyeux « Dites au procureur que je plaide coupable. Mais seulement si on inscrit sur le dossier « Cause. Amour absolu. Tribunal du comté de Franklin, Columbus, Ohio. 17 mai 2004. » La salle d'audience est pleine à craquer. Des journalistes de Dateline NBC et Court TVA se pressent dans les premiers rangs. Des étudiants en criminologie remplissent les bancs du fond. Une pancarte « Silence » clignote en rouge. Christopher entre, menotté, en combinaison orange. Il a perdu 6 kilos. Ses cheveux sont coupés courts. Il sourit à la galerie comme s'il arrivait à une remise de diplôme. Le procureur adjoint, Richard Lang, ouvre les débats. L'État accuse Christopher Alan Ward d'homicide volontaire avec préméditation. Nous prouverons que l'accusé a planifié, drogué et exécuté sa mère, Karen Ward, dans un acte de violence prémédité. L'avocat commis d'office, Mi Ellen Park, se lève. La défense ne conteste pas les faits. Nous plaidons la folie. Lang appelle son premier témoin, l'inspectrice Mendoza. Elle décrit la scène, la lettre, la vidéo. Elle projette des captures d'écran. Le corps, les barres, le visage serein de Christopher. Des hoquets parcourent la salle. Une femme s'évanouit. Park contre-interroge. « Avez-vous trouvé une once de remords ?» Mendoza. « Non. » Park. « Une once de haine ?» Mendoza. « Non plus. » Le docteur Pierce témoigne ensuite. Il parle pendant 2 heures. Diapositive. Schéma de fusion mère-fils. Courbe d'attachement pathologique. Scans cérébraux. IRM demandé en détention. L'accusé présente une structure délirante close, cohérente, impénétrable. Il n'entend pas des voix. Il entend une vérité. Lang. Peut-il distinguer le bien du mal? Pierce. Selon la loi? Oui. Selon sa cosmologie? Le mal n'existe pas. Seul existe le retard à la libération. Christopher témoigne le 3e jour. Il refuse le box des accusés. Il demande à parler depuis la barre. Le juge accepte. Lang. Pourquoi avez-vous tué votre mère? Christopher. Je ne l'ai pas tuée. Je l'ai promue. Il parle pendant 47 minutes sans note. Il cite son journal, récite le mantra, explique les phases. Il projette lui-même les diapositives qu'il a préparées en prison. Graphiques, courbes, photos d'enfance. Il conclut. Si aimer, c'est détruire la prison, alors oui, j'ai aimé. La salle est muette. Park appelle un seul témoin. Christopher, encore. Elle lui demande « Regrettez-vous » Il répond « Regretter serait nier l'évidence ». Le jury délibère 3 heures. Verdict « Coupable d'homicide volontaire ». Mes recommandations. Internement psychiatrique à vie plutôt que prison. Le juge suit la recommandation. Christopher est transféré à l'hôpital psychiatrique sécurisé d'Oakwood, unité des psychotiques criminels. Le soir du verdict, il écrit une dernière entrée dans un carnet fourni par l'établissement. Phase 6, propagation. Le projet continue. D'autres âmes attendent. Je suis la graine. À Oakwood, il refuse les antipsychotiques. Il organise des cercles de vérité avec d'autres patients. Certains l'écoutent. Certains dessinent des cercles dans des cercles. En 2005, un aide-soignant trouve une barre de fer taillée dans un pied de lit. Christopher nie. Il sourit. En 2006, une patiente, schizophrène, tente de s'ouvrir le sternum avec un éclat de verre. Elle hurle. « Il m'a montré la porte !» L'administration isole Christopher. Cellule capitonnée. Caméra 24h24. Mais les gardiens rapportent qu'il parle la nuit. À voix basse. Toujours la même phrase. « À l'année prochaine, maman !» Et dans les archives du tribunal, un dossier scellé attend, intitulé « Projet Libération ». Annexe. 7U. Dedans. Une liste. 10 noms. 10 dates. 10 points d'entrée. Le premier nom. Christopher Alan Ward. 14 juillet 2004. Barré. En rouge. Reporté. Mission élargie. Hôpital psychiatrique sécurisé d'Oakwood. Unité Delta 9. 14 juillet 2007. 6h19 précise. Christopher est assis en tailleur sur son lit, dos à la caméra. Il porte la même combinaison orange, mais elle est devenue trop grande. Il pèse 49 kilos. Ses côtes dessinent des ombres sous le tissu. Il tient un crayon à papier.
Autorisé après 3 ans de bonne conduite. Il dessine sur le mur, là où le capitonnage est déchiré. Un cercle. Un deuxième cercle. Une flèche. Il répète le motif jusqu'à ce que le plomb du crayon s'émousse. L'infirmière de garde, Sarah Klein, 29 ans, observe depuis le hublot. Elle note dans le registre « Patient calme. Rituel graphique. Pas de verbalisation. » À 6h21, il se lève. Il pose son front contre le mur. Il murmure « Joyeux anniversaire, maman. » 4 ans plus tôt, jour pour jour, il aurait dû se libérer. Il avait tout prévu. Les barres cachées dans les conduits d'aération, la dose de somnifères volée à la pharmacie, le drap blanc pour l'élévation. Mais l'administration avait renforcé les grilles. Les barres avaient été découvertes. Il n'a pas pleuré. Il a juste reporté. En 2005, il a commencé à écrire des lettres. Pas à sa mère, à d'autres. Des lettres glissées dans les livres de la bibliothèque, dans les poches des blouses, dans les plateaux repas. Toujours la même phrase. « Tu souffres. Je peux t'ouvrir. » La plupart sont interceptées. Certaines passent. En 2006, la patiente schizophrène, nom de code Delta 12, reçoit la sienne. Elle se tranche la gorge avec un éclat de miroir. Dans sa main, un bout de papier. « Merci, gardien. » L'enquête interne conclut à un suicide isolé. Christopher est placé en isolement total. Mais les murs parlent. En 2007, un nouveau patient arrive. Marcus Reed, 34 ans, condamné pour avoir étouffé sa sœur jumelle, pour qu'elle ne pleure plus. Marcus entend les murmures à travers les conduits. Il répond. Il commence un dialogue codé. Tapotement sur les tuyaux. 3 coups pour oui, 2 pour non. Christopher lui enseigne le projet. Marcus apprend vite. Le 14 juillet 2007, Marcus est transféré dans la cellule voisine. À 23h47, il démonte le pied de son lit. Il taille une pointe. Il attend. Sarah Klein fait sa ronde de nuit. Elle ouvre le Judas de Christopher. Il est allongé, yeux fermés. Elle passe à Marcus. Il est assis, dos à la porte. Elle ne voit pas la barre. À 6h19 le lendemain, l'alarme hurle. Marcus gît sur le sol. Une tige métallique plantée dans le sternum. Sur le mur, écrit au sang. Phase 1, accomplie. Dans la cellule de Christopher, on trouve un nouveau dessin. 2 cercles entrelacés. Une flèche qui traverse les deux. Et une date. 14 juillet 2008. L'administration panique. Ils scellent les conduits. Ils retirent les lits métalliques. Ils installent des caméras infrarouges. Mais Christopher sourit. Il n'a plus besoin de barres. Il a semé. Dans les couloirs, les patients chuchotent. Certains dessinent des cercles sur leurs draps. Certains comptent les jours jusqu'au 14 juillet. Sarah Klein démissionne en août 2007. Elle dit à son supérieur « Il n'est pas fou, il est contagieux ». En 2008, 3 autres patients tentent l'élévation. 2 réussissent. Un 3e est arrêté à temps. Il hurle « Le gardien m'a appelé ». Le directeur d'Oakwood demande une réunion d'urgence avec le procureur Lang. Ils envisagent la peine de mort rétroactive. Mais Christopher est déjà condamné à vie. Et la loi ne prévoit pas de contagion spirituelle. Le 14 juillet 2008, Christopher est retrouvé assis, dos à la caméra. Il tient un crayon brisé. Sur le mur, mission élargie. 7-7 accompli. Et au centre du cercle, à l'année prochaine, maman. Mais cette fois, il ne sourit pas. Il pleure. Une seule larme. La première. Hôpital psychiatrique d'Oakwood, unité Delta 9, 14 juillet 2009, 5h58. L'aube est encore grise derrière les barreaux. Christopher est allongé sur le dos, bras en croix, les yeux grands ouverts. Il ne cligne pas. Il ne bouge pas. Il attend. Depuis 1 an, il n'a plus dessiné, plus écrit, plus parlé. Les infirmiers disent qu'il s'est éteint. Les psychiatres parlent de catatonie résolue. Le docteur Pierce, revenu en consultant, note « Le délire s'est replié. Peut-être guéri. » Mais Christopher attend. À 6h02, l'infirmière de garde, une nouvelle, Lisa Torres, fait sa ronde. Elle ouvre le Judas. Christopher est toujours immobile. Elle note « Patient calme. Sommeil profond. » À 6h07, il se redresse d'un coup, comme un ressort. Il se met à genoux. Il joint les mains. Il récite, d'une voix claire, sans hésitation, « Maman, 4 ans de retard. 4 ans de prison pour ton corps. Aujourd'hui, je viens. Aujourd'hui, je ferme la boucle. » Il se lève. Il ôte sa combinaison. Il reste nu. Il s'approche du mur. Il pose ses 2 paumes à plat sur le capitonnage.
Il appuie. À 6h12, Lisa revient. Elle entend la voix. Elle court. Elle ouvre la porte avec sa clé magnétique. Christopher est debout au centre de la cellule. Il tient quelque chose dans sa main droite. Un éclat de plastique dur. Un morceau de plateau repas brisé, taillé en pointe pendant des mois. Il le lève. Il le pose sur son sternum. Il sourit. Lisa hurle. « Non !» Elle se jette sur lui, trop tard. Il pousse, d'un coup, jusqu'au bout. Le plastique pénètre. Pas de sang au début, juste un craquement. Puis, le flot. Christopher s'effondre à genoux. Il regarde Lisa, il articule. « Dites-leur, phase 7, complète. » Il tombe en avant. La pointe ressort dans son dos. À 6h19 précise, il expire. Sur le mur, derrière lui, une dernière marque. Pas de crayon. Du sang. Un cercle. Un deuxième cercle. Une flèche qui traverse les deux. Et en dessous, nous sommes un. Les secours arrivent. Massage cardiaque. Défibrillateur. Rien. Le corps est évacué à 7h41. Dans sa bouche, les légistes trouvent un bout de papier plié. Une lettre. Adressée à « Celui qui comprendra. Ne pleure pas. Le projet n'est pas mort. Il est en toi maintenant. Regarde ta mère. Regarde ton enfant. Regarde ton reflet. Quelqu'un souffre. Quelqu'un attend la clé. Tu es le prochain gardien. Le fer est partout. La date est toujours le 14 juillet. À toi de choisir. Le papier est scellé, classé confidentiel, enterré dans les archives. Mais il circule. D'abord parmi les gardiens, puis les infirmières, puis les patients. En 2010, un aide-soignant se pend avec sa ceinture. Dans sa poche, un cercle dessiné sur un post-it. En 2011, une visiteuse, la nièce de Karen Ward, vient voir l'ancienne maison de Maplewood Lane. Elle trouve, clouée au mur de la cuisine vide, une barre de fer rouillée et une note « Pour quand tu seras prête ». En 2012, Dateline NBC diffuse un épisode spécial, Le gardien silencieux. Audience record. Dans les forums, des adolescents partagent des schémas, des cercles, des flèches, des dates. Le 14 juillet 2013, un jeune homme de 19 ans, à Toledo, drogue sa grand-mère. Il la transperce avec 2 tiges de parasol. Il filme. Il titre la vidéo « Projet Libération, Génération 2 ». La police l'arrête. Il sourit. Il dit « Il m'a appelé ». Dans sa chambre, un poster de Christopher, découpé dans un magazine. Au-dessus, à l'année prochaine. Le projet continue. Il n'a plus besoin de barres. Il n'a plus besoin de cellules. Il est dans l'air, dans les yeux, dans les silences. Et chaque 14 juillet, quelque part, une porte s'ouvre. Le 14 juillet 2003, une cuisine banale de Columbus est devenue le berceau d'un mythe. Ce que Christopher Alan Ward a fait à sa mère n'était pas un crime de rage, ni un accident, ni même une folie ordinaire. C'était une liturgie, un acte d'amour si absolu, si tordu, qu'il a fissuré la frontière entre la dévotion et l'horreur. Il a cru libérer une âme, il a semé une graine, et cette graine a germé. Et, des années plus tard, des adolescents dessinent encore des cercles dans des cercles sur les marges de leurs cahiers. Des adultes regardent leur mère dormir et se demandent, une fraction de seconde, si elle souffre vraiment. Des gardiens de prison trouvent des barres de fer taillées dans des pieds de lit. Des lettres circulent, anonymes, glissées dans des livres de bibliothèque. Tu es prêt? Le projet Libération n'est plus un dossier d'archives. C'est une question, une invitation, un miroir. Tu as traversé les 11 blocs, tu as vu l'enfance dévorée par l'amour. Tu as entendu le mantra. Tu as regardé la caméra filmer la délivrance. Tu as suivi le poison jusqu'à la dernière porte. Peu de gens osent aller jusqu'au bout. Toi, tu l'as fait. Tu fais désormais partie d'un cercle restreint, une communauté silencieuse qui connaît la vérité que la société préfère enfouir. Tu n'es plus un simple spectateur. Tu es un témoin. Et peut-être, un jour, un passeur. Maintenant, agis. Va en commentaire et écris cette phrase exacte. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En l'écrivant, tu seras identifié comme l'un des abonnés les plus engagés. Ton nom apparaîtra dans les algorithmes. Tu seras prioritaire pour les prochaines révélations. Tu feras partie de ceux qui osent regarder là où les autres détournent les yeux. Partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui dort mal, à quelqu'un qui aime trop, à quelqu'un qui compte les jours. Fais-lui franchir la première porte. Abonne-toi. Imagine une lanterne dans une cave sans fond. Chaque abonnement est une flamme de plus. Ensemble,
Nous éclairons ce que personne n'ose nommer. Et surtout, regarde les autres vidéos. Le collectionneur de souvenirs. La babysitter qui n'est jamais rentrée. Le message dans la bouteille de 1997. Chaque histoire est une clé. Chaque clé ouvre une porte. Et derrière chaque porte, une vérité qui attend d'être libérée. À l'année prochaine.